Tamanrasset est une ville qui se trouve à l'extrême sud de l'Algérie, dans la chaîne montagneuse du Hogar. Le mot Hogar est un mot tsamashek qui signifie noble et donné à ce majestueux massif montagneux de l'ouest du Sahara. Cette ville est à 1900 km au sud d'Alger. Cette région constitue les terres ancestrales des Imohars, des Touaregs, surnommés les hommes bleus, par l'Occident par rapport à la couleur de leur chèche, teint avec de l'indigo et qui se décolore sur la peau avec le temps. Tamanrasset s'appelait autrefois Fort-la-Périne, du nom d'un général français lors de la colonisation. En 1919, la présence française s'affirme avec l'installation de services administratifs et de casernes. La région est depuis toujours le passage obligé des passionnés du désert. Le Hogar couvre une superficie d'environ 500 000 km², soit le quart de la superficie totale de l'Algérie. De nombreux personnages célèbres ont été séduits par le charme de ces lieux magiques. Certains ont contribué à faire connaître ces paysages et à les protéger, tels que l'écrivain Tahar Jaoud, qui l'évoqua dans son roman L'invention du désert en 1987, ou Eric Emmanuel Schmitt dans son récit La nuit de feu en 2015. La région est aussi le carrefour de rencontres de populations nomades en provenance du Niger, du Mali et de la Libye, une terre d'accueil, de brassage et de migrants. Tamanrasset est la capitale des Touaregs Kel-Ahgar, est aussi la terre natale du célèbre chef de tribu, la Ménokal, Moussa Agamsten. Moussa Agamsten est né en 1867 et mort le 23 décembre 1920. Moussa Agamsten est un chef touareg du Hogar. Il est resté à la tête de la confédération des Kel-Ahgar de 1905 à 1920. Il fait partie de la tribu noble des Kelghella. Le 9 mai 1902, il engagea la bataille de Tite contre les Français, qu'il perda. Et de cette défaite, il a été contraint d'accepter la pénétration française dans le Sahara. 2 ans plus tard, et après plusieurs échanges d'émissaires avec les Français, le 19 janvier 1904, le chef touareg Moussa Agamsten se rendit à Ain Salah pour parlementer avec le subordonné direct de François-Henri Lapérine, commandant à l'époque. Il signa le traité de paix qui stipule la reconnaissance par la Ménokal de l'occupation du Sahara par les Français et son engagement à ne pas les attaquer. Et même si certaines des tribus Kel-Ahgar deviennent des alliés de la France dans le Sahara, beaucoup d'entre eux choisissent de faire défection et se retirèrent en zone insoumise. La rencontre en 1905 entre le chef touareg Moussa Agamsten et le père Charles de Foucauld fut le début d'une longue amitié, bien que le chef touareg ait d'abord été réticent à l'idée qu'un religieux chrétien s'installât en pays touareg. Des traces de ce chef mal aimé et qui a fait partie de la coalition Kel-Ahgar contre la région de l'Azouad, soumis aux autorités françaises de Tombouctou en 1901,
Il ne reste aujourd'hui que les murs en ruine de sa kasbah dans la ville de Tamanrasset. Parmi les plus beaux sites touristiques de cette région, nous avons visité l'ermitage de la Sekrem et le tombeau de Tinhinen. Le plateau de la Sekrem est parmi les plus beaux paysages de la Hagar, qui offre des vues incomparables sur les pics volcaniques du massif, que Charles de Foucault décrit comme une merveille et où il s'y installa en 1911. Aujourd'hui encore, et dans les pas du père fondateur, une vie monastique continue dans la discrétion totale, partageant ce musée à ciel ouvert. Le Hogar est riche par ses innombrables monuments funéraires très anciens et dont le plus connu reste le tombeau de Tinhinen, la reine Tergi. À 80 km au nord-ouest de la ville de Tamanrasset et sur la partie supérieure d'une colline de 914 mètres d'altitude, sur la rive gauche de Wattifirt, dans l'oasis d'Abalessa, l'ancienne capitale de la Hagar, se trouve ce monument historique et archéologique daté du IVe siècle, appartenant, selon certains chercheurs, à Tinhinen. Cette femme énigmatique dont l'existence a été révélée par la tradition orale et dont le nom voudrait dire celle qui vient de loin ou celle qui se déplace, aurait été la mère fondatrice du peuple Touareg. Ce peuple chez qui la femme jouit d'un statut privilégié et où le matriarcat est de règle. Cette femme légendaire a toujours suscité l'intérêt et la curiosité des chercheurs, écrivains et visiteurs, depuis que les archéologues nous ont révélé une sépulture énigmatique et originale de par son architecture complexe, un squelette mystérieux et un trésor exceptionnel, source d'une des plus belles légendes sahariennes. Selon les chercheurs, les Touaregs de la Hagar connaissaient depuis probablement le 8e siècle l'existence d'une sépulture princière dont l'occupant serait leur ancêtre lointain. En
fait des fouilles exécutées et dirigées par une mission franco-américaine en 1925 et 8 ans plus tard, en 1933, par Maurice Regas, ont révélé la présence d'un squelette de femme bien conservé dans un caveau, ainsi qu'un mobilier funéraire de bijoux en or, en argent, de pierres semi-précieuses, de perles et de pièces de monnaie. Comme ils ont révélé aussi que ce monument cachait une construction qui n'a pas son pareil dans le Hogar et même dans tout le Sahara. Mythe ou réalité, Tinhinen continue de susciter encore aujourd'hui l'intérêt des auteurs et des chercheurs. En vérité, personne ne sait ce qui s'est passé en ce mois de novembre de l'année 1925 et dans quelles circonstances le squelette et le trésor de Tinhinen furent mis au jour. Seul l'archéologue et conte américain de Prorock, Louis Chapuis, grand connaisseur du Sahara, était présent lors de l'exhumation des trouvailles sur ce site et sur ces 13 tombeaux. Selon Maurice Regas, qui fut le premier conservateur du musée de préhistoire et d'ethnographie africaine d'Alger, le comte de Prorock, qui s'est arrangé discrètement pour obtenir de Paris les autorisations nécessaires pour transférer le squelette et les objets funéraires aux États-Unis, officiellement pour les présenter aux universités. Et ce n'est que suite aux vives protestations des autorités coloniales que le trésor d'Abalessa a été restitué au musée du Bardo. Après ce long voyage à Paris d'abord, puis aux États-Unis, et après de multiples démarches diplomatiques, la reine Tinhinen est de retour chez elle sans ses bijoux. Aujourd'hui, elle réside au Musée national du Bardo à Alger et elle n'a toujours pas fini de livrer tous ses secrets. Le squelette, il a été déterré, bien sûr, du site qui est à Balessa. En 1924 ? Oui, il y a eu une fouille qui a été faite par des Américains et des Français. Le squelette a voyagé, il a été aux États-Unis, il a été exposé là-bas et repris. Ils ont essayé de faire des petites consolidations de tout le squelette. Ils l'ont exposé avec tout le mobilier funéraire, les bijoux, quelques restes de cuir, de la veste en cuir de la reine des Touaregs. Et là-bas, avant de revenir en Algérie, on a eu en guide de reconnaissance des copies des bijoux de Tinhinen, les copies des bracelets en or, bien sûr. Donc il était exposé au début parce que il y avait les salles de préhistoire, donc il était exposé durant toutes ces années. Suite à la restauration du monument et du musée, des salles d'exposition, le squelette a été repris, on l'a déposé au niveau des réserves et pris en charge par l'équipe de conservation, bien sûr pour veiller à sa conservation et pour le maintenir en vie pour les générations futures. Nous avons pris en charge ce squelette. Vous avez ici quelques façons de... Voilà, nous avons ici par exemple le crâne. Vous avez le crâne de Tinhinen. Il est authentique en fait. Oui, c'est le crâne, c'est le squelette. Voilà, c'est le crâne qui fait partie du squelette. Donc, il a été pris en charge par l'équipe de conservation, par le laboratoire. Nous l'avons fait récemment en 2017, c'est à partir de fin juin, juillet, août. Ça nous a pris à peu près 3 mois pour arriver à ce travail colossal que toute l'équipe a fourni. Nous avons fourni un grand effort. Donc, nous avons essayé de dégager tous ces sédiments qui peuvent nuire à la conservation de ce squelette. Des objets métalliques, un ciment qui a fait objet de la récupération des vertèbres, c'est-à-dire c'est un travail, c'est vrai, ça nous a permis de garder toute la colonne vertébrale, mais là, nous, au niveau du labo, on a vu que ce sédiment peut nuire à la conservation du squelette, plus un objet métallique, c'est-à-dire une tige métallique qui a fait l'objet de rassembler toutes les vertèbres du squelette. Cette dernière aussi a été retirée et bien sûr, on a tout gardé parce que ça fait partie
de l'histoire de ce squelette et ça peut donner aussi pour des études postérieures. On a effectué sur l'ensemble du squelette une conservation préventive et curative et une restauration. On a effectué un dépoussiérage tout au début pour l'ensemble de tout le squelette. À la suite, on a essayé de ne pas enlever tous les sédiments, c'est-à-dire on peut avoir une histoire qui peut aider à une étude détaillée sur le squelette. Donc, on a essayé de laisser ça. De respecter les étapes du travail. On est passé ensuite à une conservation curative. On a fait un assemblage, un collage à base d'une colle neutre. Et, suite à ça, on a fait des assemblages et un comblement. C'est-à-dire il y a eu des parties dans lesquelles vous retrouvez un manque. Donc, on a fait un assemblage pour les deux parties. On a remarqué qu'il manquait une partie. On a essayé de combler ça par du plâtre dentaire. Légende ou vérité, 93 ans après la découverte du tombeau dit de Tinhinen, les doutes sur l'identité du personnage continuent de hanter les esprits de nos chercheurs et archéologues algériens tant qu'il n'y a pas d'analyse d'ADN. Tinhinen continue de causer des migraines à son monde. Après notre grand périple dans le désert, nous avons fait une halte à la direction de la culture où nous nous sommes rapprochés du directeur pour parler d'une belle initiative de quartier qui est l'installation d'une boîte à lecture, première dans le genre, dans le but d'initier les enfants dès le bas âge à apprécier la lecture. C'est une boîte à lecture réservée aux citoyens qui viennent se reposer ici. En même temps, ils profitent de ces livres et de cette lecture et ça rentre dans le cadre d'encourager les citoyens à la lecture. Et c'est dû aussi aux efforts que la bibliothèque principale joue dans la région pour encourager plus la lecture. Ça rentre dans le cadre de la redynamisation de la lecture publique, dans les espaces publics, en dehors des murs de la bibliothèque principale, et que ces boîtes à lecture destinées aux citoyens soient partout dans les espaces publics, tels que l'aéroport, l'aérogare, les cafés, et dont le but est de gagner le plus grand nombre de lecteurs et de promouvoir la lecture de manière générale. Nous sommes disponibles à mettre plus de livres et faciliter l'opération dans les quartiers aux citoyens. Cette bibliothèque est gérée par les citoyens lui-même. C'est-à-dire il peut prendre avec lui un livre pour des biens, il peut les prendre avec lui et en même temps il peut ramener un autre livre qui les concerne, les mettre ici. Et il peut aussi ajouter un autre livre. Donc c'est une gestion automatique. Nous, en tant que secteur, c'est l'encadrement et c'est le contrôle du livre. C'est ça le rôle essentiel qu'on joue. Nous voulons que cette idée soit gérée par les citoyens lui-même.
Malgré la beauté de la nature et de la culture plusieurs fois millénaire, cette wilaya au territoire très vaste et aux riches potentialités humaines et naturelles, Tamanrasset aujourd'hui, malgré le lancement du plan social de développement du sud algérien et tous les investissements qu'a connus la ville dans tous les secteurs, bâtiments, transfert d'eau potable, rénovation de réseaux de distribution, transport, télécommunications, etc. Malgré tous les efforts des uns et des autres, Tamanrasset en pleine métamorphose aujourd'hui. Certains quartiers souffrent toujours de dégradation et certains chantiers sont toujours en stand-by, comme ce projet de complexe sportif ou celui de ce théâtre de verdure.